Et on entend cela constamment, surtout de la part des journalistes libéraux en Autriche. La posture. Nous devons maintenant montrer de la posture. Il est très important de montrer de la posture. Qu'est-ce que cette posture? Cette posture est le récit pro-OTAN transatlantique occidental. C'est ça, la posture. Je pense en fait que la posture, c'est s'engager inconditionnellement pour la paix. C'est ce que je veux. Mais quand on parle de posture dans le journalisme, cela signifie en réalité répéter ce que disent les puissants en Occident. Ce qui était en fait exactement le contraire auparavant. La raison pour laquelle des publications comme la TASS ont été fondées, issues du mouvement de 68, précisément pour être un média critique. Hallo zusammen. Hier spricht wieder Pascal von... Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, aujourd'hui en allemand, car j'ai avec moi le nouveau rédacteur en chef du magazine International. Si vous avez suivi cette chaîne ces derniers jours, vous avez peut-être vu mon hommage à Fritz Ettlinger, l'ancien rédacteur en chef du magazine et aussi fondateur, qui a commencé avec le magazine il y a 40 ans et qui est malheureusement décédé de manière inattendue en décembre. Le magazine continue cependant, et j'ai aujourd'hui avec moi le Dr. Dieter Reinich. Il est historien et journaliste spécialisé en Europe centrale et en Allemagne, où il travaille actuellement comme correspondant pour divers quotidiens et chaînes de télévision, et a récemment pris la direction de la rédaction internationale. Monsieur Dr. Dieter Reinich, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous nous tutoyons, Dieter. Tu as pris la direction de l'International à une période difficile, c'est-à-dire que tu diriges maintenant la rédaction. Pourrais-tu nous expliquer brièvement, pour ceux qui connaissent, et qui peut-être connaissent aussi, la chaîne YouTube, comment ça va-t-il se poursuivre, surtout avec le merveilleux magazine que vous publiez depuis de nombreuses années? Vor allem mit dem wunderbaren Magazin, das ihr seit vielen Jahren herausbringt. Oui, alors la bonne nouvelle est en tout cas que cela continue. Le magazine continuera de paraître de la manière habituelle, donc quand je dis de manière habituelle, je veux dire avec une activité politique, la ligne, comme jusqu'à présent, dans le volume habituel et avec le même nombre de numéros par an, donc 6 fois par an, 64 plus 4, donc 68 pages. En termes de contenu, également dans la tradition, comme auparavant, donc dialogue nord-sud, promotion de la paix, multipolarité, neutralité active, ce seront toujours les piliers fondamentaux. Mais il y aura aussi quelques nouveautés. Un concept a été élaboré au tournant de l'année, qui a été adopté lors de l'Assemblée générale de l'association éditrice de l'AG International Publicistisch le 7 janvier. Cela inclut, comme déjà mentionné, d'une part la continuité, mais aussi des renouvellements, notamment dans le domaine où nous visons une professionnalisation journalistique avec l'international et également une expansion, surtout en dehors de l'Autriche, en Allemagne et dans le reste de l'espace germanophone. Nous voulons donc nous positionner à moyen terme au niveau international, également comme un magazine de politique étrangère pour le monde germanophone. Et dans le cadre de la professionnalisation journalistique, un aspect important est que nous avons constitué une équipe qui non seulement correspond politiquement à l'international, mais qui apporte également une expérience journalistique. Et comme je l'ai déjà dit, jusqu'à présent, tout dépendait fortement de la personne de Fritz, ce qui mérite un grand respect pour son engagement et son travail. Mais en même temps, il y a peu de personnes pour lesquelles il est possible d'investir autant de ressources que Fritz l'a fait. Je pense que cela fait également du bien à la publication de reposer sur des épaules plus larges.
Alors, plus de personnes dans la rédaction aussi, parce que Fritz Edlinger a dirigé ce magazine avec passion pendant 40 ans, et maintenant vous êtes en train de continuer à le développer, de sorte qu'il soit réparti sur plus de personnes, si je comprends bien. Aufzubauen, sodass es auf mehr Leute verteilt ist, so wie ich das verstehe. Exactement. Donc l'équipe est déjà en place. Nous avons également eu la semaine dernière la première réunion de la nouvelle rédaction en chef. Je peux volontiers en dire quelques mots. Comme je l'ai dit, lors de l'Assemblée générale de l'AG, le concept a été adopté. J'ai été nommé nouveau rédacteur en chef et il y aura 2 rédacteurs en chef adjoints. L'un d'eux est Herbert Maurer, que les lecteurs réguliers de l'International connaissent déjà. Il a surtout supervisé la section culturelle et a souvent repris de nombreux travaux de Fritz. Il travaille depuis longtemps de manière intensive avec l'International. Il vient du journalisme, avec des décennies d'expérience journalistique remontant jusqu'aux années 80. Et en tant que 2e rédacteur en chef adjoint, Michael Wögerer rejoint l'équipe. Kommt Michael Wögerer hinzu. Michael oder Mike, wie er genannt wird. Michael, ou Mike, comme on l'appelle, a également une expérience journalistique, ayant travaillé pendant 10 ans pour l'agence de presse autrichienne APA. Il vient, je dirais, du spectre socio-démocrate de gauche et a été jusqu'en 2023, pendant près de 10 ans, le président de la société austro-cubaine. Il est donc spécialiste de l'Amérique latine. Ce qui signifie qu'il s'occupera désormais principalement du domaine de l'Amérique latine au sein de l'International. Il y aura une nouvelle personne, rattachée à la rédaction en chef, qui s'occupera des critiques de livres. C'est un jeune historien, également doté d'une expérience journalistique intensive de Duisburg, qui, grâce au travail avec les rédactions de livres et en étroite coordination avec la rédaction en chef, sera, pour ainsi dire, formé pour de futures fonctions de rédaction en chef. Et Thomas Lehmann, qui s'occupait jusqu'à présent du graphisme, continuera à le faire. Cela signifie que l'apparence de l'International restera la même au premier coup d'œil. Elle restera donc reconnaissable. L'important pour un magazine imprimé est l'apparence en tant que facteur d'identité. Cela restera, mais il y aura aussi ici des innovations progressives. Je peux le dire tout de suite. Une personne importante qui se joint à nous est Eva Himmelstoß, une éditrice professionnelle qui travaille depuis des décennies pour de nombreuses maisons d'édition allemandes à Vienne, comme Promedia Verlag, Mandelbaum Verlag, etc., et qui fera désormais la révision finale avant que les textes ne soient intégrés dans le graphisme. Et peut-être, brièvement encore, pour les lecteurs, un changement important lié au graphisme est que Thomas Lehmann travaillera progressivement et en douceur à la modernisation du graphisme. Cela inclut surtout plus de légèreté, plus d'espace blanc, plus d'images, ce qui signifie également des textes plus courts. Donc, le nombre de caractères sera drastiquement réduit. Nous avons maintenant le premier numéro qui paraîtra début mars. Il paraîtra le 7 mars. Il est également entièrement conçu et de nombreux auteurs connus y écriront et tous ont été très actifs. Tous ont dit que c'est bien si les textes deviennent plus courts, si les redondances sont supprimées et que l'apparence devient ainsi plus légère. Alors, l'International devient un peu plus aéré et un peu plus rapide à lire, et on peut aussi assimiler les contenus un peu plus rapidement. Mais sur le fond, l'orientation reste la même. Comment la décrirais-tu maintenant? L'orientation reste la même, comme je l'ai déjà dit. Ce sera une revue de politique étrangère qui se positionne en dehors du courant dominant de la politique étrangère quotidienne. Donc l'International ne s'est pas positionné là-bas délibérément. Cela s'est en fait développé ainsi en raison des changements. Mais elle reste fortement ancrée dans la tradition d'où vient Fritz,
dans la tradition dans laquelle il a également fondé l'Internationale. Et cela signifie la promotion de la paix, le dialogue. Un accent sur le Sud global, mais pas seulement. L'accent sur le Sud global était très fort également en raison des intérêts de Fritz, aussi en tant que président de la Société austro-arabe, fortement influencé par l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Sehr stark Nordafrika, Nahe Osten geprägt. Wir wollen von nun an in der Arbeit auch Nous voulons désormais, dans notre travail, y compris au sein de la rédaction, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Mike Wögerer s'occupera de l'Amérique latine, couvrir davantage toutes les régions du monde. Dans le nouveau numéro, il y aura également 2 contributions sur l'Europe de l'Est-Russie, 2 sur l'Amérique latine, 2 sur l'Afrique. Cela signifie qu'il s'agit de trouver un équilibre possible ici pour publier un média de politique étrangère qui, comme je l'ai déjà dit, repose également sur les valeurs de l'ancienne social-démocratie autrichienne et allemande idéologique. Comme je l'ai dit, promotion de la paix, neutralité, multipolarité. Mais en même temps, les débats doivent continuer à être possibles, voire même être renforcés. Dans le numéro actuel, il y a ce débat sur la neutralité, avec 2 positions différentes sur la neutralité, et de tels débats doivent être poursuivis. zur Neutralität drin und derartige Debatten sollen weitergeführt werden. Also es soll weiterhin ein Ainsi, il doit continuer à être un magazine qui offre également de l'espace pour des débats controversés sur des sujets de politique étrangère. Cela signifie non seulement des rapports sur d'autres régions du monde, mais aussi sur l'Autriche, l'Allemagne et, espérons-le à l'avenir, davantage sur la Suisse, la politique étrangère de ces pays, la politique étrangère autrichienne. Et ce qu'il y aura également dans le prochain numéro, comme déjà dit, nous voulons nous positionner plus fortement en tant que média de politique étrangère dans l'espace germanophone. Des articles réguliers sur l'Allemagne, et il y aura par exemple dans le prochain numéro un article d'un journaliste allemand sur la politique étrangère allemande après les élections fédérales, car le numéro paraîtra 2 semaines après les élections fédérales. Et ensuite, une analyse actuelle. Comment sera la politique étrangère allemande après le résultat des élections, quel qu'il soit le 23? En février, cela ressemblera. Et de manière générale, le lectorat d'Internationale peut continuer à s'attendre à ce que les analyses soient certes variées, mais que des déclarations comme celle de M. Stoltenberg, selon laquelle les armes sont réellement le chemin vers la paix, soient toujours considérées de manière extrêmement critique par International en ce qui concerne le positionnement. Peut-on le dire ainsi, n'est-ce pas? Zur Positionierung, darf man so sagen, oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das ist der Plan. En tout cas, oui, c'est le plan, et on le verra dès le premier numéro. Il y aura quelques nouveaux auteurs, mais aussi une forte continuité avec les auteurs précédents. Wendelin Etnoer, qui a écrit régulièrement jusqu'à présent, écrira sur la politique de l'UMR, en lien avec l'Ukraine, par exemple. Léo Gabriel, qui a beaucoup écrit, traitera du rôle des BRICS en Amérique latine. Tamara Kamatovic écrira sur Donald Trump. Tamara Kamatovic wird über Donald Trump schreiben, George Hallermeyer über Afrika. George Hallermeyer sur l'Afrique. Il y aura toujours la chronique sur le Moyen-Orient de Helga Baumgarten. Karen Lokefeld écrit sur la situation en Syrie depuis Damas. Cela signifie que de nombreux auteurs déjà connus continueront à être présents dans International. J'ai été en contact avec presque tous ou beaucoup des auteurs précédents. Il n'y a aucun auteur qui n'ait pas accueilli positivement les nouveaux développements. Et il n'y a aucun auteur qui ait dit qu'il ne voulait pas continuer à écrire pour International. C'est très bien. Je suis heureux de l'entendre, car pour les auditeurs et les spectateurs qui ne sont pas familiers avec International, International est l'un des rares magazines qui a offert un asile aux voix et interprétations alternatives des événements mondiaux dans le domaine germanophone. Donc de bons analystes, de bons universitaires, qui parce que ces points de vue n'étaient plus demandés, n'étaient plus publiés nulle part dans d'autres magazines.
Et c'est pourquoi cette approche alternative et véritablement axée sur la paix est, à mon avis, extrêmement importante. Meines Erachtens auch extrem wichtig. Könnte ich vielleicht noch deine Meinung erfragen? Pourrais-je peut-être te demander ton avis sur la façon dont tu interprètes la presse dans l'espace germanophone, c'est-à-dire en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en lien avec la politique étrangère? À mon avis, il est extrêmement triste de voir à quel point, dans de nombreux journaux, surtout dans les quotidiens, la politique européenne et en particulier les relations avec la Russie et la Chine sont actuellement poussées dans une direction belliqueuse. Es-tu d'accord avec cela? Getrieben werden. Siehst du das auch so? Ja, ja, auf jeden Fall. Oui, oui, absolument. Donc je dirais pas seulement les quotidiens et hebdomadaires. Cette ligne claire, selon laquelle plus de guerre est mieux, est fondamentalement présentée sans critique. Je me souviens encore en octobre 2023, quand le magazine hebdomadaire autrichien Profil a simplement posté une roquette israélienne volant vers Gaza et a écrit à ce sujet « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous. Qui est ce nous? Nous les Autrichiens, sommes en guerre contre Gaza. Ou nous, la communauté des valeurs occidentales, comme on l'appelle toujours. Ou qui est ce nous en fait? Mais ce nous est simplement utilisé, et nous sommes en guerre, et c'est bien et nécessaire. Und wir sind im Krieg und das ist gut und notwendig. Und wenn man sich außerhalb Et si l'on se place en dehors de ce récit, même si l'on dit que les négociations de paix sont bonnes, alors, oui, si l'on dit cela concernant l'Ukraine, on est considéré comme un sympathisant de Poutine. Et si l'on dit cela en rapport avec Gaza, on dit c'est le Hamas qui a commencé. Personnellement, je trouve cela absurde, mais aussi effrayant, car nous, en Autriche, avons eu le rôle de lieu de négociation de paix et de neutralité, ce qui était l'un des facteurs d'identité de la Deuxième République. Nous avons maintenant en mai 70 ans de traité d'État, 70 ans de neutralité. Wir haben jetzt im Mai 70 Jahre Staatsvertrag, 70er Neutralität wird auch. Das wird nach in unserer Cela paraîtra plus tard dans notre deuxième édition de cette année, dans l'édition de mai-juin, où ces anniversaires et la question de la neutralité seront particulièrement mis en avant. Et c'était ce qui constituait l'identité de l'Autriche pendant longtemps. Et une phrase que je voulais encore dire, l'espace pour les négociations de paix que Vienne a longtemps été, avec le siège de nombreuses organisations internationales, a été complètement abandonné. Désormais, en regardant les médias, il y a des discussions sur le fait que peut-être des négociations de paix devraient avoir lieu à Bratislava et tout. Mais le rôle de l'Autriche a complètement disparu. Et en même temps, si tu dis aujourd'hui oui, pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas avoir un statut neutre, similaire à celui de l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale? On te dit alors que tu veux mettre en jeu l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. Mais en même temps, une partie de l'identité autrichienne est que la neutralité a justement créé cette souveraineté pour l'Autriche. Et si on suit le même argument, on me dit toujours que tu es un adversaire de l'Ukraine, que tu veux que l'Ukraine soit brisée et devienne dépendante de la Russie. Les mêmes personnes qui soutenaient autrefois la neutralité autrichienne. Peux-tu l'expliquer? Car c'est une question énorme, non seulement pour l'Autriche, mais pour toute l'Europe. Comment nous avons réussi à nous enfermer mentalement dans un schéma de bien-mal, ami-ennemi, au point que toute contradiction au récit dominant, selon lequel la guerre est la solution au conflit, est automatiquement considérée comme pro-poutinienne, pro-russe. C'est une dérive idéologique très grave. Je ne le comprends toujours pas, mais tu es aussi journaliste. As-tu vu, du point de vue journalistique, comment ces bulles épistémiques fonctionnent? Comment le journalisme se maintient d'une certaine manière dans cette idéologie, ou une grande partie de celle-ci, et heureusement à l'international, il est positionné en dehors de cela. Comment se fait-il que tant de personnes se retrouvent dans ce cercle et produisent sans cesse ce récit, surtout dans l'Autriche neutre?
Ich glaube, ich meine, es gibt ja jetzt nicht eine Antwort darauf. Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cela, ni une seule raison pour laquelle cela s'est développé. Ce sont bien sûr plusieurs courants de développement qui convergent. Mais je crois qu'un aspect très important est, comme tu l'as déjà dit, que le journalisme est une bulle. Et en tant que jeune journaliste, on veut faire partie de cette bulle. Et dans cette bulle, il y a une pression énorme, notamment à travers les réseaux sociaux. Donc, ces attaques délibérées de journalistes contre d'autres journalistes au sein de la bulle des réseaux sociaux. Si quelqu'un écrit quelque chose de différent, si quelqu'un fait une interview sur un sujet où d'autres opinions sont exprimées, la pression de la bulle des réseaux sociaux se manifeste immédiatement, ainsi que la pression au sein même des rédactions. Et je pense que le grand problème derrière cela, je le sais aussi de nombreux collègues, Information. Kollegen ist die Prekarisierung. Die was? Die Prekarisierung des Journalismus. La quoi? La précarisation du journalisme. Quasiment aucun journaliste n'est plus employé et il y a à peine de nouveaux journalistes embauchés. Chacun est presque indépendant, un peu comme dans le milieu scientifique. Et je connais beaucoup de collègues qui travaillent aussi pour la radiodiffusion publique, qui disent qu'ils voient les choses différemment. Mais ils ne peuvent pas le dire, sinon ils ne reçoivent plus de commandes. Et il y a aussi de nombreux exemples, y compris en Autriche, de personnes qui ne reçoivent plus de commandes, surtout depuis le 24 février, puis encore depuis le 7 octobre 23, donc Ukraine, Gaza. Dann nochmal seit dem 7. Oktober 23, also Ukraine, Gaza. Ich meine, öffentlich-rechtlicher Ö1, da ist mehr als die Hälfte. La radio publique E1, plus de la moitié du contenu y est produit par des collaborateurs indépendants, pour des honoraires très bas. Ces personnes vivent d'une émission à l'autre. Et si ensuite la pression devient trop forte, ou même la peur, ce que je vois très fortement, c'est l'autocensure. Dès le départ, je préfère ne rien rapporter sur l'Ukraine plutôt que de dire quelque chose de faux et de ne plus recevoir de commandes. Donc, cette autocensure. Et je pense que tout cela est très lié au resserrement économique croissant du journalisme. Non seulement dans le journalisme, mais aussi dans d'autres domaines, comme dans la science, on le voit de la même manière, où la science critique dispose de moins en moins de ressources. Et parfois, d'autres pays européens regardent la Suisse avec un peu de jalousie, car le Fonds national suisse semble avoir plus de ressources que dans d'autres pays. Depuis la Suisse, on pense probablement aussi qu'il y a trop peu de ressources. Mais en même temps, on regarde toujours un peu la Suisse avec envie depuis l'Autriche. Et ainsi, le corridor d'opinion se rétrécit fortement. Nous avons réussi à construire un système. Et je veux dire, cela se répète aussi en Allemagne. Cela se répète dans d'autres États, où cette économie de gig, qui s'est développée au cours des 10-15 dernières années, s'inscrit dans cette spirale où la bulle se comporte de manière de plus en plus cohérente, donc de manière plus uniforme, et avance dans une direction, ce qui crée une marche au pas. Plus qu'auparavant, lorsque les journalistes étaient encore employés de manière permanente, avaient un peu de sécurité d'emploi et pouvaient se permettre de prendre des risques. Oui, en tout cas. Et c'est justement le problème dans les petits pays comme l'Autriche et la Suisse, où il devient ensuite plus difficile de trouver des alternatives qui permettent de survivre. Bien sûr, il existe des moyens alternatifs de publier, mais on ne peut pas en vivre, car les honoraires sont extrêmement bas et il devient de plus en plus difficile de générer un revenu mensuel à peu près correct pour payer ses factures. Bien sûr, c'est parfois plus facile en Allemagne. Un exemple bien connu est Patrick Barth, qui a longtemps travaillé pour SWR et NDR. Il a beaucoup rapporté d'Europe de l'Est, était dans l'Est de l'Ukraine, était dans le Donbass, et a rapporté de là-bas, sans se positionner d'un côté, mais en essayant de présenter des reportages des deux côtés.
versucht Reportagen eben von beiden Seiten zu bringen. Eines seiner Bücher heißt ja auch auf beiden Seiten der Front. Naja, und er bekommt L'un de ses livres s'intitule également Des deux côtés du front. Eh bien, et maintenant, il ne reçoit plus de commandes dans les grands médias, les médias de référence, les médias grand public, mais aussi dans la radiodiffusion publique. Il est dans la situation heureuse où l'Allemagne est un immense marché. Cela signifie qu'une personne comme lui trouve encore du bonheur. Il publie d'excellents livres chez West End Verlag, écrits pour différents médias qui acceptent encore ses reportages. Mais cela est aussi dû au grand marché. Dans les petits pays comme l'Autriche, c'est beaucoup plus difficile, car il n'y a pas de marché alternatif de cette taille. Alternativen Markt in der Größe nicht gibt. C'est une observation importante que nous ne sommes pas à un point où l'on ne peut plus exprimer des opinions alternatives. On peut les exprimer, mais ensuite on est ostracisé par le système, ou plutôt par la machinerie. C'est un processus relativement organique, dont je me demande encore comment nous pouvons nous en débarrasser au mieux. Car, de manière intéressante, c'est pourquoi des chaînes YouTube comme celle-ci fonctionnent. Le besoin de reportages qui s'alignent sur la réalité de la politique internationale, ou dans le pire des cas, sur la réalité du champ de bataille, est là. Les gens veulent savoir ce qui se passe, tandis que cette bulle journalistique épistémique conduit à ignorer tout ce qui n'est pas approuvé et à diffuser parfois pendant des mois des absurdités dans le monde. Comme, oui, il y a 20 000 soldats nord-coréens en Ukraine dont il n'existe pas une seule photo, mais c'est simplement accepté et diffusé parce que c'est la bonne opinion. Le journalisme d'opinion conduit également à s'éloigner de la réalité. Mais le besoin de réalité du public est toujours là. Avez-vous le sentiment que cela va se résoudre? Et voyez-vous des fissures dans ce corridor d'opinion journalistique de plus en plus étroit, ou cela va-t-il s'intensifier? Sowohl als auch. Ich glaube, es wird sich weiterhin verstärken. Tant l'un que l'autre. Je crois que cela va continuer à s'intensifier, car la situation politique et les contradictions s'exacerbent également. La situation géopolitique s'aggrave, l'importance de l'Europe diminue et cela va s'intensifier. Je pense que les conflits vont également s'intensifier, tant sur le plan géopolitique que dans le paysage médiatique. Mais en même temps, je crois que le processus de dissolution de cela n'est plus arrêtable. Car, à travers cette intensification dans le paysage médiatique, il n'y a plus qu'une seule opinion. Une seule opinion est autorisée ou présentée. Cela pousse énormément de gens à se détourner des médias classiques. De moins en moins de gens les consomment, car ils ne voient plus leurs intérêts et leurs points de vue reflétés ou ne croient plus que l'on y rapporte de manière objective. Der Meinung sind, dass hier objektiv berichtet wird. Das ist ja ein ähnlicher Prozess, den man schon früher C'est un processus similaire qui a déjà commencé auparavant avec le détournement de la politique et des partis politiques. Il existe différents termes qui peuvent être utilisés pour cela. J'ai passé en revue l'année dernière un livre traduit en allemand par Promedia Verlag que j'ai qualifié de post-politique. Mais il y a différents termes pour ce processus, ce détournement. Pendant longtemps, on a essayé de l'expliquer comme une dépolitisation de la population. Mais je ne le vois pas comme une dépolitisation de la population, car c'est parfois aussi un acte politique conscient, le détournement de la politique elle-même en tant qu'acte politique. Exactement, ou je ne dirais même pas un détournement de la politique, mais un détournement de la politique partisane. Parce que, si l'on regarde en Autriche, 80% de la population, c'était aussi le dernier sondage de l'automne. 80% de la population sont pour le maintien de la neutralité, sont contre un rapprochement avec une quelconque alliance militaire. De même, en octobre, novembre, une grande étude du Spiegel est parue. Le Spiegel qui claironne combien il faut soutenir militairement Israël et l'Ukraine.
Chaque semaine, il y a quelque chose sur la couverture. Et cela aborde le sujet des livraisons d'armes pour protéger nos valeurs et nos libertés, et plus de guerre, afin que nous puissions vivre paisiblement en Allemagne, et ainsi de suite. Et puis cette grande étude du Spiegel est publiée, où près de 70% des personnes interrogées disent qu'elles sont contre les livraisons d'armes. Cela signifie que même cette diffusion d'une position ne fonctionne plus. Et même en Autriche, il n'y a pas de parti qui se prononce ouvertement pour la neutralité. Nous avons quelques partis, comme les sociodémocrates, qui ne disent plus rien, et l'EVP, qui essaie aussi d'éviter le sujet. Ensuite, nous avons les petits partis qui disent ouvertement que la protection de la neutralité contre Poutine, non. Et si nous ne participons pas bientôt activement au groupe de combat de l'UPM ou à l'OTAN, alors Poutine sera à Vienne dans quelques semaines. Cela est également dit très ouvertement par certaines parties des Verts et des libéraux de NEOS. Et oui, actuellement, le FPÖ essaie déjà de se positionner comme défenseur de la neutralité. Votre parti de droite, votre parti conservateur de droite. Exactement, exactement. Se présenter comme défenseur de la neutralité. Mais je dis se présenter, car historiquement, le FPÖ était en fait le parti pro-OTAN. Jusqu'au début des années 2000, c'était clairement le parti pro-OTAN. À l'époque, la position de EVP, donc des conservateurs et des sociodémocrates, était de maintenir la neutralité, et le FPÖ était contre. Les partisans classiques étaient contre la position de ces partis. Fritz Edling l'a également mentionné à plusieurs reprises dans ses interviews qu'en fait, jusqu'au début des années 2000, le FPÖ était le parti pro-OTAN. Maintenant, les autres partis ont abandonné cette position claire, ce qui a conduit le FPÖ à sauter dans ce train. Et cela fonctionne. C'est crédible pour beaucoup d'électeurs. Je ne dis pas que c'est crédible, car ils ont fait tellement de volte-face dans leur histoire. Mais une position claire et cohérente, qui reflète ce que veut la population, et cela se voit aussi dans les sondages, n'est représentée par aucun des partis parlementaires. Par aucun. Et ce sont des développements très similaires. Tu as mentionné au début que j'ai fait ma thèse sur le conflit nord-irlandais. J'ai vécu longtemps en Irlande. Je suis encore très attentivement le débat politique en Irlande. J'y suis encore souvent. Et en fait, c'est presque exactement la même chose en Irlande, avec la question de la neutralité. Et aussi avec la population, les sondages de l'Irish Times. Donc à l'Irish Times, qui est le grand journal de qualité en Irlande, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Ils ont immédiatement pris un virage vers la guerre, après le 22 juillet. En février, oui, nous devons maintenant faire tout ce qui est possible pour soutenir militairement l'Ukraine. Et nous avons publié des sondages hebdomadaires sur la perception de la population. Et puis, 1 an et demi plus tard, 80% de la population était toujours contre les livraisons d'armes, contre l'assistance militaire de l'Irlande à l'Ukraine, préférant n'envoyer que de l'aide humanitaire tout en maintenant la neutralité. C'était encore le résultat du sondage de l'Irish Times après 1 an et demi, ce qui les a amenés à l'arrêter. Donc ces sondages hebdomadaires. Donc maintenant, il n'y a plus de sondages depuis l'été. Je crois qu'à un moment donné, en 2023, l'Irish Times a alors... C'était un peu comme, d'accord, ça ne sert à rien. C'est toujours 80% autre chose que ce que nous écrivons. Laissons tomber. Et maintenant, il n'y a plus de sondages. Cela me donne en fait de l'espoir qu'une bonne partie de la population comprenne intuitivement que la guerre n'est pas le chemin vers la paix, mais que le dialogue et la diplomatie le sont. Mais il est déjà intéressant de constater qu'en ce moment en Europe, que ce soit dans des pays neutres ou non, nous sommes en fait dans un processus où la politique reflète très mal les opinions et le spectre des points de vue de la population,
et les filtre mal vers le haut. Oder gar nicht, also nicht gar nicht, aber schlecht widerspiegelt und schlecht filtert nach oben. Und das zu kompensieren, dann der Journalismus Et pour compenser cela, le journalisme commence de manière similaire à dessiner une image idéalisée de la réalité pour soutenir certains processus politiques. Mais cela dévoile finalement de plus en plus les dissonances, ou plutôt cette incohérence. Car une bonne partie de la population constate que son opinion, ou ses 80%, ne sont ni représentés en politique, ni dans les médias. Et que de cette manière, la politique et les médias creusent en fait leur propre tombe. La question est simplement de savoir si la tombe politique viendra plus tôt ou celle d'une frappe nucléaire vers laquelle nous nous dirigeons. Genau, da gebe ich dir, genau. Das sehe ich genauso wie du. Exactement. Je le vois de la même manière que toi. Et cela nous ramène à ta question initiale. En effet, je crois qu'il y aura un durcissement ainsi qu'un rétrécissement du corridor d'opinion en raison de l'intensification des conflits qui s'accentueront non seulement au niveau géopolitique, mais aussi au sein des partis et des médias. Et c'est précisément cela qui conduit à un détournement supplémentaire des médias. Cela signifie, comme tu le dis, qu'ils creusent en fait leur propre tombe. Et on voit déjà ces processus avancer. En particulier, les publications qui se qualifiaient autrefois de libérales de gauche traversent une crise énorme. In einer enormen Krise, ja. Also die Auflagenzahlen der Taz zum Beispiel, ja. Ich kann mich noch erinnern, die Taz. Les chiffres de diffusion de la Taz, par exemple. Je me souviens encore que la Taz avait simplement mis en couverture, sans commentaire, un énorme drapeau ukrainien en février 2022. Et cela devient déjà ce mot célèbre que tu as déjà mentionné, que je trouve très problématique. L'attitude. Nous devons montrer de l'attitude. Et on l'entend constamment, surtout de la part des journalistes libéraux en Autriche. L'attitude. Nous devons maintenant montrer de l'attitude. Il est très important de montrer de l'attitude. Quelle est cette attitude? Cette attitude est le récit pro-OTAN transatlantique occidental. C'est l'attitude. Je pense en fait que la position consiste à s'engager inconditionnellement pour la paix. C'est ce que je veux. Mais quand on parle de position dans le journalisme, cela signifie en réalité répéter ce que disent les puissants en Occident. Ce qui était autrefois exactement le contraire. La raison pour laquelle des publications comme la Taz ont été fondées, issues du mouvement de 68, précisément pour être un média critique. Mais ceux qui ont le plus basculé vers le soutien à la guerre sont ceux que nous voyons maintenant le plus en crise. Et la Taz a déjà annoncé qu'elle allait également arrêter son tirage papier. Mais justement, je souris ou je ris en fait, parce que c'est triste et c'est aussi très dangereux. Et ce n'est pas une bonne situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais le fait que ces journaux parlent tout le temps de traverser des temps difficiles et maintenant de soutenir le journalisme de qualité et rejettent ensuite tout cela sur les développements numériques et les gens qui ne s'informent plus comme ils le devraient. Que ces personnes manquent d'intellect pour comprendre que c'est leur propre changement, leur propre incapacité à regarder tout le système, qui développe ensuite un contre-narratif pour justifier leur propre échec. Cela m'amuse. Mais nous en souffrons beaucoup. Oui, nous en souffrons beaucoup. Mais je comprends déjà. Donc moi, oui, quand tu dis que cela t'amuse, oui, nous en souffrons beaucoup, mais cela m'amuse aussi très souvent. Et parfois, on n'a que la possibilité de prendre le tout avec un peu d'humour, parce que la situation est peut-être déjà si difficile. Même si nous le prenons avec humour, nous n'aurions probablement pas pu imaginer, il y a quelques années, que nous nous trouverions dans une telle situation, comme celle dans laquelle le monde se trouve actuellement. Il y a déjà eu beaucoup d'autres situations difficiles. Et je me dis juste, je suis content que les politiciens qui ont le pouvoir aujourd'hui ne l'aient pas eu pendant la crise des missiles de Cuba, car elle n'aurait sûrement pas été résolue pacifiquement.
weil dann wäre sie sicher nicht friedlich gelöst worden. Ja, bin ich absolut mit dir einverstanden. Und ich bin froh, dass Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis heureux que vous existiez, que l'International existe, le magazine, qu'il y ait une contre-publicité, que nous puissions également diffuser cette contre-publicité sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite. Où peut-on s'abonner à l'International? Où les gens devraient-ils aller pour s'abonner? Wo sollen die Leute hingehen, um sich da ein Abo zu holen? Ja, am besten sind Abos natürlich, weil die Oui, les abonnements sont bien sûr les meilleurs, car ils permettent de financer l'international à long terme. Le plus simple est de se rendre sur le site international.org.at, où il y a ensuite en haut à droite de l'écran, dans la barre de menu, le point de menu Abonnement. Et là, on peut commander un abonnement. Il existe différentes options, à partir de 40 € pour la version imprimée. Il y a aussi des abonnements numériques, 40 € pour la version imprimée pour un an. Donc un prix très avantageux pour l'intérieur du pays, un peu plus pour l'extérieur de l'Autriche, avec les frais d'expédition. Ce que nous avons aussi pour les soutiens, et cela nous aide probablement le plus en ce moment, car avec cette nouvelle conception, cette nouvelle organisation, des coûts nous sont bien sûr imposés. Des coûts uniques comme le déménagement de bureau, la nouvelle présence en ligne. Donc, pour nous mettre financièrement et sur des bases saines à long terme, nous avons mis en place la possibilité d'abonnement de soutien. Et l'un des objectifs des abonnements de soutien est de pouvoir, à l'avenir, verser aux auteurs qui écrivent pour nous des honoraires conformes au marché. Quand je dis conforme au marché, le marché est désormais très restreint. Nous ne pouvons pas nous permettre de verser des honoraires élevés, mais nous voulons payer régulièrement des honoraires aux auteurs, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent. Précisément pour la raison que tu as mentionnée dès le début. Il s'agissait d'auteurs qui n'ont pas d'autres possibilités de publier, car le corridor d'opinion s'est tellement rétréci que leurs opinions critiques ne trouvent plus de plateforme de publication dans l'espace germanophone. Leur donner la possibilité de continuer à écrire, de continuer à recevoir des honoraires, pour pouvoir en vivre un peu au moins, et pour qu'ils n'aient pas à abandonner leur activité journalistique critique. Avec une partie des fonds provenant des abonnements de soutien, nous voulons également apporter une aide, surtout aux jeunes auteurs. Espérons qu'à partir de l'année prochaine, nous pourrons peut-être aussi engager des dépenses plus importantes pour la recherche, lorsqu'un auteur se rend dans une région du monde dont on ne parle pas autrement dans l'espace germanophone, afin de pouvoir financer des voyages de recherche. C'est donc l'objectif des abonnements de soutien. Avec ces abonnements, on soutient précisément ce journalisme critique dont nous avons parlé, qui devient de plus en plus difficile à promouvoir dans l'espace germanophone. Le véritable journalisme critique, le journalisme critique qui se remet en question et qui ne diffuse pas simplement la propagande pro-guerre du courant dominant. Mesdames et messieurs, International Orate, soutenez le magazine. Nous le faisons aussi. Dieter Reinisch, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Herzlichen Dank für die Einladung.